L'Institut est créé en 1888 sous le prestige de Louis Pasteur avec 3 missions. Une mission de santé publique, le vaccin contre la rage, une mission de recherche, en microbiologie en particulier, et une mission d'enseignement. Lorsque l'Institut est créé, 5 scientifiques rejoignent Louis Pasteur. Les scientifiques qui ont travaillé avec Louis Pasteur, avec lui, rue d'Ulm. Et puis, parmi ce personnel autour de Pasteur, il y a Elie Metchnikov. Elie Metchnikov se retrouve à l'Institut Pasteur un peu par hasard. Il travaillait à Odessa et en fait, il est un peu en différend avec les autorités russes et cherche un laboratoire d'accueil. Il va à Berlin, il rencontre Koch, qui le reçoit assez froidement parce que les travaux sur la phagocytose ne l'intéressent pas particulièrement. Et il vient à rencontrer Louis Pasteur, rue d'Ulm, et Louis Pasteur lui dit « ça tombe bien, dans un an, j'ai un nouvel institut, vous pouvez venir ». Plus d'une centaine de stagiaires de toute l'Europe vont venir travailler autour de Metchnikov, dont effectivement Jules Bordet, lorsqu'il bénéficie de sa bourse offerte par le gouvernement belge. Lorsque Jules Bordet est étudiant à l'Université libre de Bruxelles, il va travailler sur un germe qui s'appelle le vibrion Metchnikovi, avant même de savoir qu'il va travailler auprès de Metchnikov, qui a donné son nom à ce germe. Jules Bordet rejoint l'Institut Pasteur en 1894 pour travailler directement dans le laboratoire de Metchnikov. Et d'ailleurs, dès 1894, lors d'un congrès, Metchnikov commencera à faire évocation des travaux de Jules Bordet dans son laboratoire avant les premières publications de Bordet. Jules Bordet était un travailleur acharné qui a beaucoup contribué à la renommée des travaux de l'équipe de Metchnikov. Il rejoint donc le laboratoire de quelqu'un qui va, in fine, avoir en 1908 le prix Nobel et lui-même aura le prix Nobel en 1919. Ce qui est original dans les travaux de Jules Bordet, c'est le contexte. Il est chez le père de l'immunité cellulaire, chez Elie Metchnikov. Et en fait, Metchnikov va l'autoriser, ou l'inviter, je ne sais pas, à travailler sur l'immunité défendue par les concurrents, l'équipe allemande, c'est-à-dire l'immunité humorale. Et Jules Bordet va à ce moment-là s'intéresser à un mécanisme que l'on connaissait à l'époque, qui était la bactériolyse. Et il va le décrypter en réalisant que dans un immense sérum, il existe des anticorps contre des bactéries, mais qu'il existe une activité supplémentaire qui permet la lyse des bactéries. Et il va distinguer ces deux activités, l'une étant thermorésistante, les anticorps, et l'autre étant thermosensible. Et donc il va même montrer qu'un immense sérum chauffé, qui a perdu son activité bactériolytique, peut être remplacé par un sérum normal qui apportera cette activité du système du complément, l'alexine, le terme qu'emploie Jules Bordet, l'essentiel de sa carrière. Bordet va découvrir qu'on peut faire aussi des anticorps contre des globules rouges d'espèces animales différentes. Et il va faire des immenses sérums contre les globules rouges. Et, in fine, il va découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui l'hémolyse immunitaire, c'est-à-dire la combinaison d'anticorps contre des globules rouges et l'action du complément. Et il va montrer que finalement, ce qu'il avait observé, la bactériolyse, pouvait aussi se produire lorsque la cible était non pas des bactéries, mais des globules rouges. Il faut réaliser que Jules Bordet est un jeune scientifique travaillant sous le contrôle d'un maître qui est Metchnikov, et donc il y a une emprise et une école de rigueur qui va être partagée par tous les scientifiques de l'époque. Il y a à la fois des compétitions, bien sûr, mais un grand respect mutuel des travaux qui sont faits de part et d'autre du Rhin. Et Jules Bordet, lui, va amener un complément, c'est le cas de le dire, nouveau dans ses travaux, avec une découverte très originale faite au sein d'un laboratoire qui, lui, était plutôt focalisé sur l'immunité cellulaire. Bordet appartient, pendant ses travaux, à cet esprit pasteurien, à tel point que Bordet va être envoyé en Afrique du Sud avec un autre stagiaire pasteurien qui est polonais, Jan Danisz, et tous les deux sont envoyés par l'Institut Pasteur pour lutter contre la peste bovine qui sévit en Afrique du Sud. Ce qui est fascinant, c'est qu'une fois encore, ils sont en compétition avec l'école allemande, puisque Koch, de son côté, va également en Afrique du Sud pour proposer une approche thérapeutique de la peste bovine. Et en fait, Bordet, Danisz
et Teller, qui est un vétérinaire suisse qui travaille en Afrique du Sud, tous les trois, qu'on va appeler d'ailleurs de façon amusante les French Doctors, vont apporter la solution à la peste bovine. Et en 1900, sa petite fille attrape la coqueluche. Et Bordet, pour la première fois, va voir sous le microscope les germes de la coqueluche. Le problème, le malheur, c'est qu'à l'époque, il n'a pas les milieux de culture pour isoler et maintenir ces germes. Et ce n'est que lorsqu'il sera de nouveau en Belgique, à Bruxelles, que de nouveau un de ses enfants aura la coqueluche et qu'il va de nouveau isoler le germe de la coqueluche. Sauf que cette fois-ci, il travaille avec son beau-frère, Octave Jangou, et tous les deux vont mettre en place un milieu de culture approprié qui va permettre de cultiver le germe, qui d'ailleurs, en reconnaissance à ses travaux, s'appellera Bordetella pertussis, la jante de la coqueluche. Et même Bordet, quelques années plus tard, donnera à un autre pastorien ces isolats microbiens, à Charles Nicolle, qui, à l'époque, est à l'Institut Pasteur de Tunis et mettra en place le premier vaccin contre la coqueluche. Jules Bordet est véritablement intégré parmi, entre guillemets, les pastoriens. Et d'ailleurs, les gens ne s'attendaient même pas à ce qu'il quitte l'Institut Pasteur, tant il faisait partie de la famille des pastoriens. Lorsque Jules Bordet, effectivement, crée et devient le directeur de l'Institut Pasteur du Brabant, puis professeur à l'Université libre de Bruxelles, il va bien entendu garder des liens très proches avec l'Institut Pasteur, en particulier avec l'enseignement. Cet enseignement qu'il avait lui-même suivi, pour lequel il va devenir professeur, et il va régulièrement revenir à Paris, enseigner. Il avait, j'ai compté, jusqu'à 7 cours sur l'immunologie, et puis il est nommé président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur. Une des forces de l'époque, et qui se dilue dans le temps en raison de la complexité aujourd'hui de la connaissance des phénomènes, c'est qu'à l'époque, cette recherche multidisciplinaire, translationnelle, le terme n'existe pas, mais finalement où on s'intéresse quand même à la recherche médicale, aux pathologies humaines, eh bien, est la ligne directrice, le fil rouge de ces chercheurs. Et donc, finalement, ils sont, et Bordet étant un exemple, à même de maîtriser tant la microbiologie, d'écrire des milieux de culture pour de nouvelles bactéries, que de décrire de nouveaux phénomènes d'immunologie. Jules Bordet se retrouve au sein de cette grande famille pasteurienne qui, effectivement, rassemble bien d'autres scientifiques que les 5 scientifiques de la création de cet institut et qui vont essaimer dans le monde.